Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie de démontrer de façon rationnelle, raisonnable, logique, un peu scientifique, mais bon, avec les moyens du bord, parce que c'est tout à fait intuitif, j'ai aucun diplôme, je suis un pur autodidacte et un très mauvais autodidacte parce que d'habitude les autodidactes se plongent vraiment de façon profonde sur des sujets et moi je regarde ça mais vraiment de façon hyper métrope. J'arrive pas à me concentrer pour aller que dans un but. J'ai besoin d'avoir une vision totalement large de tout. Et c'est pourquoi, sur ce site, ma réflexion première, c'est l'humanité, où va l'humanité? Et l'humanité, selon moi, selon mon analyse, l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Sa perfection, c'est un fonctionnement universel, la paix universelle, le fait que l'homme ne soit plus, qu'aucun homme ne puisse être un danger pour l'homme. On réglera ce problème-là, c'est clair, c'est certain, selon moi. Euh, et donc une perfection spirituelle, l'accession au plus haut degré de la spiritualité qui est par-dessus les religions. Les religions, elles se sont intéressées à cette spiritualité, c'est-à-dire c'est l'extase, par exemple, on le retrouve dans le soufisme. Le nirvana, on le retrouve, cette recherche dans les philosophies asiatiques, etc. La béatitude, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état, mais les philosophes aussi se sont intéressés à ça. Et puis, c'est un état on peut tomber dans cet état même sans passer par le mystique. On peut tomber accidentellement en état d'extase. C'est un peu ce qu'expriment les états de mort imminente, voilà, etc. Et donc, c'est aussi ce que recherchent les moines zen au Japon. Voilà, cet état de sérénité absolue où on dépasse tout, toute peur, et on transcende la mort, évidemment, à travers ça. Alors, ça, je l'explique sur mon site. Vous avez, si vous voulez des précisions, il faut aller sur mécaniqueuniverselle.net. En général, il y a toujours le lien en dessous. Et donc, vous pouvez vous constater un peu toutes ces réflexions. Alors, pour prouver un petit peu, pour démontrer, pour éclairer cette théorie, je m'appuie bien souvent par des ouvrages. Et là, par exemple, il y a quelques semaines maintenant, j'ai découvert ce bouquin, de René Jean Dupuy, un juriste qui a écrit L'humanité dans l'imaginaire des nations, publié en 1991. Et il est décédé depuis. Et donc, c'est un livre vraiment incroyable euh, qui parle justement de l'idée de l'évolution, à mon sens. C'est un peu comme ça que je le conçois, mais j'ai aussi une lecture, on va dire, je pense que je suis, comment on dit, non seulement autiste, mais en même temps un peu autiste, mais en même temps un peu dyslexique. Et donc, je lis, parfois je fais sans doute des erreurs dans la façon dont je lis. Alors voilà, ce qui veut dire qu'il faut quand même que vous ayez un recul nécessaire avec tout, mon travail. Il faut le prendre, voilà, pas comme quelque chose de sûr, de déterminé, voilà. Et puis en plus, ça traite d'un sujet qu'on ne peut pas prouver. La finalité de l'humanité, on sera obligé d'y arriver pour la comprendre. Mais par contre, on prouvera bientôt, je pense, prendre conscience du sens
de l'humanité, donc de ce que nous construisons de façon intuitive, sans le savoir, nous construisons cette perfection, mais nous ne le savons pas. Et donc, c'est cette chose qu'il est nécessaire d'éclairer. Voilà, alors, ben j'en suis à la page 209 déjà, et euh, on parle un petit peu de des nations, comment elles commencent à prendre conscience du concept d'humanité, du concept général d'humanité, voilà, de notre interdépendance, etc. Euh, des, les, et ça, c'est très important. Il faut bien reprendre l'idée que ça a été écrit en 91. Donc je commence à lire et je commente. Au secours des hommes. Dans l'univers des souverainetés, la souffrance des hommes est une affaire d'État. Eux seuls ont le droit de s'en préoccuper. Le droit, non le devoir. Alors, je découvre en même temps que je lis. Le droit, non le devoir. Et chacun pour lui-même. En fait, ça voudrait dire que chaque État n'accepte pas de l'extérieur qu'on puisse venir aider ceux qui se mêler de ses affaires quand son peuple souffre pour une raison ou une autre. Et on se rend bien compte que des choses se sont développées en quelques décennies et sans doute déjà à cette époque-là, mais beaucoup plus depuis que le rideau de fer est tombé. On voit bien que quand il y a une grande catastrophe, un tsunami, un tremblement de terre ou quoi que ce soit, l'humanité entière converge vers ce point de souffrance. Et d'ailleurs, comme sur un être humain, si on se blesse à la jambe, l'ensemble du corps humain va aller gérer cet espace. Si on se coupe la jambe, le, le corps humain va travailler, va monopoliser toute son activité pour aller régler ce problème-là. Et bien l'humanité, elle commence à faire ça. Voilà. Et ça, c'est quand même encore un des arguments qui montre que l'humanité évolue vers son universalité déjà, vers le fait de fonctionner de façon universelle, etc. Donc, et on commence à prendre aussi, à aller dans l'ingérence. Si un peuple maltraite, si un gouvernement maltraite son peuple, il y a toute la société humaine qui commence à manifester. On l'a vu avec l'apartheid, par exemple. Quasiment tous les pays faisaient une sorte de boycott, etc. Donc, quand le boycott est juste, quand il y a une véritable raison, euh, toute l'humanité y va. Maintenant, on voit bien qu'il y a des boycotts qui sont faits dans la compétition entre les superpuissances. On voit bien que le système voudrait nous faire boycotter ou détester, l'Occident voudrait nous faire détester, et c'est les pays qui se mettent en tant que prétendants, etc. Et là, tous les autres pays n'obéissent pas à tout ça. On voit bien. Donc, il commence à y avoir, c'est fini, le fait des ingérences politisées, on va dire, injustes. Voilà. L'ingérence juste, elle est fondamentale. C'est quelque chose vers laquelle nous irons, ça c'est sûr. Donc je continue. Le droit, non le devoir, et chacun pour lui-même. Le quadrillage étatique place le malheur d'un peuple sous le monopole de son gouvernement. Jaloux de cette gestion, il répugne souvent à informer le monde du sinistre, naturel ou accidentel, survenu chez lui ou n'en donne qu'une image tronquée. Cache la pauvreté de ses moyens de secours, de crainte que d'autres États ne viennent proposer une assistance suspectée par lui de camoufler des volontés d'ingérence. Et c'était le cas d'ailleurs à l'époque soviétique. À l'époque, par exemple, Tchernobyl, ils n'ont pas accepté
les aides venues de l'extérieur. Et tant qu'on était dans, dans ce rideau de fer, ça se passait comme ça. On a fait tomber ce rideau de fer, justement à l'époque où René Jean Dupuy a écrit cet ouvrage, en 91. Le rideau de fer était tombé, on changeait, voilà, le modèle venait, il n'y avait plus qu'un seul modèle, le communisme était tombé et le libéralisme prenait toute la place sur tous les continents et sur la planète entière. La mondialisation telle qu'on l'a appris, telle qu'on l'a vécu ces 30 dernières années. Et donc, voilà. Alors, et dans ce sanctuaire clôturé de frontières, des innocents sont sacrifiés à la prévalence de l'État souverain. Bon, voilà, on voit la base. Je vais aller un peu plus loin pour aller un peu plus vite. Bon, en même temps, c'est super intéressant tout ça, mais là, ça fait que c'est très, 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 très long. Bon, on arrive en fait, je vais aller un peu plus loin. Je vais passer au deuxième sous-chapitre. Le droit de tous à l'assistance de tous. Dans une conférence réunie à Paris en janvier 1987 par Bernard Kouchner et Mario Bettati, le médecin et le juriste ont montré que ces aventuriers du secours campent dans un ordre juridique international qui ne leur consent aucune personnalité de droit et partant aucune protection. Voilà, et c'est là où on a commencé à faire le devoir d'ingérence, à amener l'idée d'un devoir d'ingérence. Il y a un problème quelque part, l'humanité entière est en droit d'aller là-bas. Alors, le problème, c'est que si ça se fait de façon absolument juste, tous les pays, bien sûr, accepteraient, sauf le pays qui est incriminé. Par exemple, si un dictateur n'importe où maltraite son peuple, abusé, que c'est avéré, que tout est clair, que c'est pas une façon de maltraiter, de prendre du pouvoir ou voilà, d'accélérer la compétition, l'ensemble de la société irait, on l'a vu, on a vécu déjà ces choses-là. Mais malheureusement, il y a eu des abus à mon sens. Et ces abus ont discrédité cette façon de penser alors qu'elle était fondamentale. Et je pense que malgré tout, ceux qui ont imaginé dont Bernard Kouchner ne sont pas voilà, étrangers au fait que ça n'ait pas pu marcher. Parce que leur vision n'était, selon moi, hein, leur vision n'était pas assez universelle. Elle était occidentalocentrique. C'est mon point de vue. Voilà, je conçois qu'on ait des points de vue différents. Un point de vue différent et radicalement opposé peut-être. Mais enfin, selon moi, c'est ça qui a fait, qui a fait que cette idée qui était grandiose n'a pas fonctionné correctement. Voilà. Donc, et là, donc, ils n'avaient pas les droits. Ils ont pris le parti d'intervenir sur un terrain de conflit ou de catastrophe sans attendre une invitation des États, à l'écoute seulement des cris des victimes. Ils ont forgé une morale, celle de l'extrême urgence. Dans la suite, dans la jungle des nations, où ce mot n'est jamais prononcé, sauf à passer pour des idéalistes qui n'en verraient ni le calcul, ni les haines, ni le meurtre, ils exportent de l'amour. Et c'est clair que sur les catastrophes, ça a été quelque chose de très important. Ce qu'ils ont fait, même c'était peut-être hyper novateur dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Après, de s'engager aux côtés des dominants pour dire il faut qu'on fasse une guerre parce que il y a un problème, un système oppresse l'autre, et donc se ranger du côté des dominants pour dire il y a des guerres justes, en somme, là, à mon sens, c'est là où ça a posé un problème. Et aujourd'hui,
des opposants à ça utilisent utilisent ces erreurs pour justifier leur propre conduite, leurs propres interventions, en somme. Et ça, voilà, c'est là où il y a eu un mauvais calcul. Et c'est dommage parce que la base était effectivement de juste d'exporter de l'amour, en fait, et de la solidarité humaine, quoi, hein, et de la fraternité. C'était ça l'idée. Sans passeport ni visa, lorsque ce produit paraît trop suspect aux autorités frontalières. Cette audace leur a valu de cruels déboires, captivité, jugements sommaires prononcés par des tribunaux grotesques mais impitoyables. L'assistance humanitaire ne peut se borner au témoignage. Son efficacité requiert un statut protecteur. Le malheur des hommes ne doit jamais être un reste muet de la politique. Il fonde un droit absolu à se lever et à s'adresser à ceux qui détiennent le pouvoir. Exhortation de Michel Foucault. Voilà. La chose, c'est que là, c'était l'ONU qui devait prendre le pouvoir. Et un ONU totalement juste. Pas un ONU squatté par les États-Unis. C'est un ONU totalement juste. Ça aurait été complètement génial de poser ça. Alors, maintenant, ça continue. On le voit, il y a eu un tremblement de terre sur le dernier tremblement de terre. Les gens convergent, et maintenant tous les pays d'Afrique, d'Europe, voilà, il y a une solidarité absolue qui est en train de se poser. Des choses qui n'existaient pas très certainement il y a 100 ans ou il y a 200 ans. Donc c'est encore une démonstration de l'évolution vers notre ultime perfection. Donc je vais aller un peu plus loin. L'anthropologie moléculaire. Pourquoi ? Dans la perspective individualiste originelle, les droits de l'homme étaient propres à chacun. Celui qui en invoquait la violation devait démontrer qu'il en était lui-même victime. Il en est toujours ainsi, notamment devant une juridiction interne ou une instance internationale du type de la Commission ou de la Cour de justice européenne des droits de l'homme. En revanche, dans le plan de l'humanité, l'homme tient ses droits de sa qualité de membre. De celle-ci, de ce fait, toute méconnaissance de ses droits fait grief à tous. Cette analyse prend place aujourd'hui dans l'imaginaire juridique, comme le montre la résolution votée par l'Institut de droit international lors de sa session de 1989 à Saint-Jacques-de-Compostelle. L'obligation pour les États d'assurer le respect des droits de l'homme leur incombe vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble. Il en résulte que tout État a un intérêt juridique à la protection de ses droits. Cette obligation implique, au surplus, un devoir de solidarité entre tous les États en vue d'assurer le plus rapidement possible une protection universelle et efficace des droits de l'homme. Voilà. Donc on voit à quel point la création de l'ONU a été une merveille dans l'évolution de l'humanité. Voilà, une des nombreuses merveilles. Il n'y a pas 7 merveilles, les 7 ou les 12, je ne sais pas, les 7 merveilles du monde, ou les 12 travaux d'Hercule. Il y a les 700 000 merveilles de l'évolution et les 12 000 travaux d'Hercule depuis, ou les 120 000 travaux d'Hercule depuis que l'humanité s'est détachée des autres primates. Chaque fois, nous avons nos frères humains, ceux qui ont travaillé intuitivement à courir dans la savane pour développer nos bronches, pour développer nos poumons, pour faire tomber nos poils, etc., etc. Ils ont participé à l'évolution de l'humanité exactement comme ceux qui ont mis en service la roue, maîtrisé le feu, etc., etc. Nous sommes
tous, tous. Et ceux qui étaient à côté de celui qui a maîtrisé le feu, celui qui l'a surveillé, celui qui était pas loin, celui qui l'a transmis au village voisin. Enfin bref, tout être humain qui est passé sur cette planète est une pure merveille de, voilà, de solidarité intuitive à l'humanité. Donc, je vais aller encore. Ben voilà, où est-ce que j'en suis là? À 20, bon. Euh, il est aussi précisé qu'aucun État ne peut se soustraire à sa responsabilité internationale. Donc, on voit bien que toutes les lois qui ont été pondues déjà, qui ont été imaginées déjà dans, euh, à l'ONU et bon, à l'UNESCO, etc., etc. Le travail considérable de ces juristes, de ces philosophes, de ces penseurs qui ont fait évoluer, qui font évoluer tous les jours, là, à l'instant présent, qui font évoluer le droit international, la solidarité internationale, c'est énorme, c'est extraordinaire, quoi. Voilà. Alors, le cri de l'homme en détresse qui justifie l'assistance est le cri de l'humanité. C'est le cri de l'humanité. Droits de l'homme et droits de l'humanité sont alors en conjonction. L'homme en détresse n'est pas une victime isolée. Il est le membre d'un corps. Et voilà, c'est exactement ça. Nous sommes tous, et c'est là où il est évident que, et, il est évident qu'on doit se révolter, qu'on doit envoyer l'ONU, évidemment dans les zones de guerre, dans les zones de chaos, dans les zones, etc. Mais on doit l'envoyer également dans les... si on les envoie en Inde pour qu'on résorbe le fait qu'il y ait des gens qui soient en esclavage ou qui soient maltraités, etc., on doit les envoyer aux États-Unis sur les avenues où l'ultracapitalisme jette les gens dans la rue sur des tentes, sans soins, sans rien du tout. Donc condamné, tout le monde doit être condamné. Il n'y a pas de personne idéale. Il n'y a pas il n'y a pas de saint et de l'autre côté des assassins. Ça ne marche pas comme ça. Personne n'est saint. Voilà. Il faut contester Israël qui donne pas, qui évolue pas vers la paix avec les Palestiniens, et il faut condamner les Palestiniens qui maltraitent les Palestiniens, etc., etc. Il faut condamner ce qui se passe dans le monde arabe, dans le monde juif, dans le monde chrétien, dans le monde euh, hindouiste, dans le monde dans le monde bouddhiste, etc. Voilà. Et en même temps, il faut voir ce qui est bien fait. Et ces condamnations, c'est pas quelque chose de méprisant. Il faut simplement condamner, mais toujours faire passer la bienveillance, parce que les choses, il y a la complexité derrière ce qui se passe exactement. Voilà. L'humanité communie à la souffrance de l'homme. Voilà exactement. Eh bien, c'est bon pour ce chapitre. Voilà. On va arrêter là pour celui-ci. Et comme ça, je vais arriver un peu plus vite à la fin. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. N'hésitez pas à mettre des avis, un avis, si vous un pouce, etc. Ça fait avancer la visibilité du site. Si vous appréciez simplement, et de vous abonner si vous appréciez aussi, et de
transmettre à vos proches cet espace ou la mécanique universelle.net. Merci.